pour cette soirée très spéciale au cours de laquelle j'aimerais vous présenter la Sfera Harmoniosa, un ensemble néerlandais spécialisé dans la musique ancienne. Nous sommes très heureux et honorés d'avoir été invités à jouer pour vous ce soir. Nous en sommes très reconnaissants à la famille Jouffroy. Je vous présente Lette Vos, soprano. Sabrina van Waarhoven, White Ventos, theode et guitare baroque. Et moi-même, Ineke Huisman, historienne spécialisée dans l'histoire du XVIIe siècle. Commençons. Le 21 octobre 1661, vers midi, j'arrivais à Paris. C'est ce qu'a noté le néerlandais Constantin Huygens dans son journal. Il allait passer 4 années en France, menant des négociations diplomatiques au plus haut niveau, tissant des amitiés et trouvant l'inspiration. Dans cette visite musicale autour de Constantin Huygens et de ses contacts français, nous vous emmenons ce soir, alternant avec de la musique, dans un voyage à travers sa polyvalence. Nous parlerons de ses talents musicaux, de ses amis français, ainsi que d'une qualité méconnue, celle de parfumeur. Mais qui était réellement Constantin Huygens, vous demanderez-vous? Pour ce portrait, datant de 1626, il fit appel à Thomas de Keyser. Le jeune Constantin Huygens était alors au centre des développements politiques et culturels de la République des Provinces Unies néerlandaises. Le portrait reflète donc sa polyvalence. Cette polyvalence se manifeste à travers les objets que nous voyons sur la table. Le théorbe témoigne de la musicalité de Huygens. Le plan et le compas sur le tableau indiquent son intérêt pour l'architecture. Le livre et l'encrier symbolisent ses ambitions littéraires. Et le livre et les globes représentent son érudition. La plupart d'entre vous confondent probablement Constantin avec son fils, le célèbre scientifique Christian Huygens. En France, notamment, Christian est bien plus connu. Louis XIV l'a nommé premier directeur de l'Académie royale des sciences à Paris. Nous voyons ici Christian au milieu de savants et de dignitaires lors d'une audience avec le roi de France. Mais ce soir, nous parlerons du père de Constantin Huygens. Sa principale occupation était celle de secrétaire du Stadhouder. Un Stadhouder était souvent le chef militaire et gouverneur au nom des provinces néerlandaises. Huygens a sa fille 3 Stadhouders, Frédéric Henri, Guillaume II et Guillaume III d'Orange-Nassau. Sa relation la plus intime était avec Frédéric Henri, qui a également servi le plus longtemps. Et Huygens était également au service de son épouse, Amélie von Solms. Lorsque Huygens accompagnait son mari en campagne militaire, c'était pendant la guerre de 80 ans, après tout, il informait régulièrement Amélie sur le progrès de l'armée et le bien-être de son époux. Parfois, ces lettres devaient passer à travers ou au-dessus des lignes ennemies. Elles étaient alors rédigées aussi petites que possible, cachées dans la boîte d'un soldat ou attachées à la patte d'un pigeon voyageur.
Et nous vous proposons maintenant quelques répliques fermées et ouvertes afin que vous puissiez vous rendre compte de la taille réelle des documents. Nous sommes heureux de les récupérer par la suite. Huygens a vécu très longtemps, pratiquement tout le XVIIe siècle. Grâce à sa polyvalence, il était en contact avec presque tous ceux qui comptaient, tant à l'intérieur à l'extérieur des frontières. Il estime avoir écrit et reçu plus de 150 000 lettres. Beaucoup ont été conservées et numérisées. Il y a des lettres de 1300 personnes différentes, dont beaucoup de Français. La plupart de ces correspondances étaient en français, la langue de la cour dans laquelle Huygens a été élevé. En tant que secrétaire de Stadhouders, Huygens se révéla être un diplomate habile. Pendant près de 4 ans, il négocia avec le roi et ses politiciens à la cour de Louis XIV pour récupérer la principauté d'Orange au profit de la famille hollandaise d'Orange-Nassau. Il y parvint finalement, comme le montre cette gravure, où nous le voyons recevoir les clés de la ville d'Orange pour les remettre au prince Guillaume III d'Orange-Nassau. Cette acquisition était cruciale pour la famille, car elle justifiait leur titre de prince. Et ça, c'est pourquoi nous, Néerlandais, nous répétons encore toujours aujourd'hui de l'Orange lors des fêtes et des tournois de sport, bien que peu en connaissent la raison, même en Hollande. Pendant son séjour parisien, Huygens résidait principalement à Saint-Germain-des-Prés, un quartier où vivaient alors de nombreux protestants. C'est une histoire pour une autre fois, mais dans le cadre de notre projet, nous avons créé une visite audiovisuelle des lieux où vivaient les Néerlandais célèbres au XVIIe siècle. Huygens était aussi un écrivain accompli dans ses temps libres, écrivant de nombreux poèmes et pièces de théâtre. En tant que tel, il était en contact avec les écrivains les plus en vue de son époque, tels que Pierre Hannay. Il s'intéresse aussi à la science. C'est le père Constantin qui mit son fils Christian en relation avec les grands savants de son époque, mais il correspondait également avec des savants, dont le botaniste français Moïse Charrat et René Descartes, avec qui il échangea plus de 200 lettres. Et Huygens était aussi un grand connaisseur en art, étant considéré comme le découvreur de Rembrandt van Rijn et facilitant ses commandes pour la famille de Orange-Nassau. Il était également en contact avec des artistes français tels que Robert Montal. Une qualité relativement méconnue de Huygens était son talent de parfumeur, à laquelle nous accorderons une attention particulière plus tard. Enfin, Huygens était musicien et se trouvait au cœur d'un réseau musical français. Nous y reviendrons dans le prochain segment, mais d'abord, de la musique. Nous allons maintenant écouter 3 compositions de Constantin Huygens lui-même.
de la musique dans sa vie, Constantin Huygens écrivait « Je considère comme l'un des principaux fruits de ma musique le fait d'avoir gagné la sympathie de nombreuses personnes. La musique était donc pour lui un véritable moyen de nouer des liens sociaux. Il est important de souligner que, contrairement aux musiciens professionnels, Huygens était un musicien amateur qui pratiquait la musique pour son plaisir. Pour revenir aux attributs dans son portrait, le théorbe posé sur la table témoigne de sa musicalité. Le théorbe était son instrument favori. Il en jouait avec une grande virtuosité. Il pratiquait également la viole de gamme, le clavecin, l'orgue et plus tard la guitare. Huygens était aussi compositeur. À la fin de sa vie, il a calculé avoir écrit plus de 800 compositions. Malheureusement, la plupart de ses œuvres sont perdues. La dernière mention remontant au XVIIIe siècle dans une librairie de Zélande. Si jamais vous les trouvez, n'hésitez pas à nous le signaler. Aujourd'hui, de ces plus de 800 œuvres, seule une petite fraction subsiste, notamment 39 œuvres pour voix et basse continue, rassemblées dans les Patoria Sacra et Profana, ainsi que quelques chansons isolées et une allemande instrumentale dont vous avez déjà entendu des extraits. À l'origine, Huygens avait envoyé la Patoria avec une tablature de luth à Paris. Mais l'éditeur la trouvant démodée, Huygens l'adapta en replaçant la tablature de luth par une basse continue.
1741, Huygens publia anonymement ce traité, traduit en français sous le titre de Usage ou non-usage de l'orgue dans des églises des provinces unies. L'orgue, considéré comme instrument catholique, était resté dans de nombreuses églises catholiques reprises par les protestants. Huygens plaidait pour son utilisation dans la chambre de l'Assemblée. Lors de son voyage diplomatique à Venise en 1620, Huygens a eu l'occasion d'entendre les vêpres de la Vierge de Monteverdi, une expérience qu'il a décrite comme la musique la plus parfaite qu'il a jamais entendue. Dirigé par Monteverdi lui-même à l'église San Giovanni e Lucia, cette performance impliquant une large orchestration et un chœur l'a transporté dans un profond ravissement. Lors de notre voyage diplomatique, Huygens était reçu en audience par le roi Jacques Ier d'Angleterre. À cette occasion, Huygens était invité à jouer du luth pour le roi, alors que celui-ci jouait aux cartes avec le duc de Buckingham. Dans une lettre à ses parents, Huygens exprimait avec fierté comment il avait joué pour un souverain, normalement peu enclin à apprécier la musique. Le roi écoutait attentivement et interrompait même sa partie des cartes pour le complimenter. Un an plus tard, Huygens serait fait chevalier par le même roi. Nous voyons ici à droite le diplôme qu'il a reçu. D'ailleurs, il était également chevalier de l'ordre français de Saint-Michel, attribué par le roi de France. La plupart de ces contacts musicaux internationaux de Huygens se sont établis en France. Pour n'en citer que quelques-uns, il rencontrait à la cour de Louis XIV le chanteur et compositeur Michel Lambert, beau-père du compositeur Lully. Nous écouterons bientôt sa musique. Il correspondait également avec l'organiste et compositeur Henri Dumont. Et aussi avec Jacques de Saint-Luc, joueur de luth, de théorbe et de guitare, avec qui il échangea de nombreux morceaux de musique. Antoine Boesset, important musicien à la cour française, était le compositeur de nombreux airs de cour mélancoliques, attirés par Huygens. Parmi eux, Me veux-tu voir mourir était au cœur d'un défi musical auquel a participé Johan Albert Ban, un prêtre hollandais aux idées théoriques radicales. Sous l'invitation de Marin Mersenne, Ban a mis ce texte en musique. Constantin Huygens a servi de médiateur dans ce concours où un jury parisien a jugé la composition de Ban inférieure. Ban, irrité, a rédigé une critique virulente qui n'a pas aidé à sa popularité. Ce soir, nous écouterons l'œuvre de Boesset, tandis que celle de Ban sera réservée pour notre occasion. Huygens avait également de nombreuses connaissances féminines avec lesquelles il aimait faire de la musique. Avec l'une d'elles, il entraînait un lien tout particulier sur lequel nous pencherons dans le prochain segment. Mais d'abord, de la musique.
avait personnellement rencontré la duchesse de Lorraine chez Bath, où elle était venue nous voir. C'est ce que Constantin Huygens écrivait dans son journal le 15 juillet 1652. Lorsque Constantin et Béatrix se rencontrèrent ce jour-là chez la famille Eduard à Anvers, il avait 55 ans et elle 37 ans. Béatrix de Cusance, dont nous allons entendre beaucoup plus, était l'une des nombreuses femmes avec lesquelles Huygens a eu des contacts au cours de sa vie. De sa correspondance, 1800 lettres de presque 200 femmes différentes ont été conservées, y compris de nombreuses françaises. Pendant son séjour à Paris, Constantin Huygens fréquentait le salon de la courtisane Ninon de l'Enclos. Et plus tard, il correspondait également avec elle. Son fils, Christian, écrivait à son frère, Léonek, « Mon père la voit sûrement pour la don de la musique, et je ne veux pas penser autrement. » Mais quelle était la nature de la relation entre Constantin, veuf protestant, seulement courtisan et diplomate, et Béatrix, une princesse catholique qui était beaucoup plus haut dans l'échelle sociale? Béatrix de Cusance a grandi ici, au château de Belfort. Elle passa sa jeunesse comme dame d'honneur à la cour bruxelloise de l'infante Isabelle d'Autriche. Là, elle épousa le prince de Cantecroix. Le prince mourut peu après, et 7 jours plus tard, Béatrix épousa Charles IV, duc de Lorraine. Malheureusement, Charles était déjà marié à sa cousine Nicole, et bien qu'il ait tenté de faire annuler son mariage par le Vatican, cela n'aboutit pas, et Béatrix et Charles étaient excommuniés et forcés de vivre séparément. Excusez-moi. Béatrix se retira au château, aux Pays-Bas, Espinol, pardon. Cela devait encore venir. Moi, maintenant, je suis ici, et je voudrais dire, Béatrix se retira aux Pays-Bas, Espagnols, et séjourna souvent dans ces châteaux là-bas. Elle a fait son propre salon au château de Birsel et recevait l'élite locale, ainsi que les royalistes anglais, dont Charles II, le roi anglais en exil, avec qui elle avait une liaison amoureuse. C'est là qu'elle fréquentait souvent la famille portugaise juive catholique Duarte pour jouer de la musique. Et c'est là qu'elle rencontra Constantin Huygens pour la première fois, passant beaucoup de temps avec lui à jouer de la musique ensemble. Béatrix chantait et jouait de la viole de gambe, tandis que Huygens l'accompagnait à la lutte. La musique était vraiment leur passion commune. Dans une de ses lettres à Constantin, Béatrix mentionne leur amour durable pour la musique jusqu'à la mort les sépare. Dans 80% des 70 lettres conservées, tandis que Béatrix que de Constantin, la musique apparaît d'une manière ou d'une autre. Huygens composait à la fois de la musique et des poèmes pour elle. Il en écrivait 10, certains assez osés et piquants. Ce portrait de Béatrix, réalisé par Justus von Egmont, lui était finalement envoyé après de nombreuses requêtes. Dans un poème, Huygens soupira qu'il n'avait plus besoin de rêver de Béatrix. Il pouvait désormais la voir à tout moment, car il avait enfin accroché au-dessus de son lit.
Un poème de Béatrix pour Constantin, à qui elle s'adresse sous le nom de Tircis, a également été préservé. Et Lettre va maintenant le réciter. Je sais faire des vers. Je sais un peu porter. Je ne danse pas mal et je chante assez bien. La musique me plaît. Et les doux entretiens, mon esprit est brillant et mon âme sincère. Je sais trop bien aimer et trop peu la plaire. Quand on ouvre son cœur, je cache peu le mien. Et si j'aime une fois, je ne change pour rien, car j'ai toujours respect pour l'amoureux m'y-souhait. La grandeur n'a pour moi qu'un respect important. En douceur et bonté, nul me ressemble. Et les arts libéraux, je n'en ignore aucun. Vous en riez, Tircis. Partez, que vous ensemble. Je sais tant de métiers, mais j'en sais trop ensemble pour en savoir pas un. Dans une lettre à Béatrix, Constantin fait allusion subtile à l'air cessé mortel de Pierre Guédron, révélant sa lutte intérieure avec ses sentiments pour elle. Il écrit que Béatrix le pousse parfois à perdre le contrôle de ses émotions. Utilisant le texte de l'air, il exprime son désir de la vénérer comme l'âme, sans céder à l'amour, bien que la maîtrise de ce sentiment lui soit difficile, comme le montrent ses poèmes passionnés. Nous écouterons Cessez mortel de Pierre Guédron tout à l'heure. Béatrix décéda en 1663. Il est révélateur que Constantin ait tenté de récupérer ses lettres à Béatrix. Il est même allé les chercher personnellement lors de son tour de France et a reçu de la femme de chambre de Béatrix un rapport d'autopsie que vous voyez à droite. À première vue, la visite par Constantin de la tombe et du lieu de décès de Béatrix semble idyllique. En réalité, son voyage était probablement motivé par le désir d'effacer toutes les traces compromettantes de leur amitié en détruisant ses lettres originales. Dans ses dernières lettres à Huygens, Béatrix fait plusieurs fois référence à la chanson Anime voi che siete, une cantate pour voix et basse continue qu'elle avait interprétée avec Huygens et que nous allons écouter tout à l'heure. Mais dans son tout dernier message à Huygens, elle y fait allusion. Elle écrit « Je serai toujours l'animée pour témoigner que je suis reconnaissante et une amie jusqu'à la mort de celui qui est l'ami le plus fidèle, le plus aimable et le plus spirituel sur terre. » Delle pene e del
Staat te prijzen of te laken mij bekittelt een vermaken. Dat de tiende niet één voelt. Oh, de kostelijke zoet. Oh, het geheim van dichte geuren. Die niet alle neuzen keuren. Die men alle riekt en geven. 7 enen over 1. Keur ik met Sofische keuring of mijn welzijn aan de keuring. Van het enig Spaanse wel, van een dronken geitendag. Après cette balle triste, revenons à quelque chose un peu plus aéré. Vous avez justement entendu un extrait du poème de Huygens où il prétend de distinguer 7 parfums différents. Cette capacité est exceptionnelle, typique d'un véritable parfumeur. Mais Huygens était un parfumeur amateur, comme il était musicien amateur, pratiquant la parfumerie comme une passion scientifique et pour le résultat, pêchant des presets et des ingrédients avec des amateurs éclairés. Les parfumeurs professionnels de son époque fabriquaient et vendaient leurs créations directement. Il faut trouver ici l'image d'un tel parfumeur professionnel. Le métier du parfumeur est issu de celui de gantier, les rangs en cuir étant parfumés pour masquer leur odeur désagréable. Ils transportaient aussi des gants en cuir et développaient ses propres recettes. Plus de 150 de ces recettes de parfumerie ont été préservées, détaillant les ingrédients, la mesure et la méthode, souvent illustrées par des dessins. Ils utilisaient des ingrédients allemands comme l'ambre gris, le cyclette ou le bris. Il avait aussi des ingrédients floraux comme le pétale de rose, le lavande, le jasmin, la fleur d'oranger et la racine d'iris. Et les épices importées de l'Est et de l'Ouest, comme la cannelle, la clou de girofle et la moussarde. Et Huygens a écrit beaucoup à ce sujet. Par exemple, dans cette lettre à son ami musicien, Patricia Orlo, il ne la faisait pas encore tout le monde, et il envoyait avec cette lettre des sachets parfumés. Il lui conseillait de mettre les sachets sous son oreiller et de les sortir juste avant de s'endormir. Il ferait le même, et ainsi ils pourraient être un peu ensemble. Amélie von Friends, son employeuse, le connaissait aussi Jane Expectation. Lors de son séjour de
à Huigens à Orange et lui demandait de ramener les séchets parfumés dans le palais ou la ville. Enfin, il vous amène dans une recette que Huigens a créée en mémoire de sa mère, Suzanne la Hoefnagel, appelée eau odorante de la mer. Huigens avait un lien étroit avec sa mère. Il était le seul enfant qu'elle avait allaité. Probablement, un peu lui rappelait sa maison de sa jeunesse, où sa mère utilisait la recette pour rafraîchir les chambres. Et voyons maintenant Huigens s'activer dans sa propre cuisine, alors qu'il prépare la recette accompagnée de sa propre musique. Nous avons tenté de recréer cette recette spécifique lors d'une expérience scientifique. Dans le jardin de la propriété de Huigens, nous avons cueilli des herbes et des fleurs, puis les avons fait macérer. Nous avons ensuite fait distiller la substance dans une alambic en cuivre. Le résultat était une hydrolate unique, une véritable fenêtre sur le passé, nous permettant de sentir ce que les recettes de Huigens auraient pu sentir. À Paris, nous avons découvert une entreprise de cosmétiques nommée Huigens, où
Fondée, entre autres, par un Néerlandais, Dan Sins, ici à gauche, elle a été baptisée en l'honneur de la famille Huygens. Dan Sins nous a mis en relation avec Marie-Pierre Julien, parfumeur senior chez Givaudan, qui a créé un nouveau parfum basé sur notre fragrance reconstruite. Ce parfum, transformé en bougie parfumée, est disponible ici ce soir. Nous vous invitons à découvrir le parfum de Huygens que Huygens a dédié à sa mère, en même temps que la musique de Constantin Huygens, réunissant ainsi cette création olfactive et musicale en un moment unique.
Après cette musique, après cette musique un peu triste, terminons cette soirée par quelque chose de plus léger. À savoir, le l'air de l'un des proches amis du conseil d'Alphonse, Michel Lambert.